c'est également de permettre la satiété, parce que c'est simplement un signal qui va être envoyé au cerveau. Vous avez assez de glucides, lui il va se dire j'ai assez pour fonctionner, et du coup vous n'allez pas être dérangé par votre estomac. Donc les glucides vont être retrouvés en général dans les féculents, donc ça peut être les pommes de terre, les pâtes, le riz, le pain, les légumes secs aussi qui vont être sur plusieurs catégories d'aliments, les fruits et les légumes. En tout cas, ces trois catégories d'aliments doivent être la première source de votre sucre dans votre alimentation. Donc, juste pour terminer sur les glucides, comme je vous l'ai dit, ça va être essentiel pour vous dans votre journée au niveau de la réflexion, de la concentration et de l'humeur. Et essayez juste de vous représenter un peu ces trois choses que je viens de vous dire et à quel point ça influence aussi votre état, on va dire, de vigilance et surtout de dire, souvent on dit je suis fatiguée, mais parfois c'est peut-être plus je ne suis pas concentrée, j'en peux plus ou je ne suis pas de très bonne humeur. Et le mot je suis fatiguée est parfois un peu, ou la phrase est un peu fourre-tout, si je puis me permettre. Les glucides sont essentiels, notamment le soir, et ça j'insiste parce qu'on voit beaucoup de régimes où on coupe les glucides, les féculents le soir, et c'est tout sauf une bonne idée, tout simplement parce que le glucose permet, on va le voir un tout petit peu plus tard, plus précisément, mais le passage du tryptophane, qui est un acide aminé, au niveau du cerveau. Et cet acide aminé est essentiel pour produire de la sérotonine, que vous connaissez peut-être, qui est une hormone de la sérénité et qui va se transformer ensuite en mélatonine, qui est essentielle pour trouver le sommeil. Donc le soir, c'est important d'avoir non seulement une source de glucides, donc par exemple des féculents, un fruit, des légumes, pour permettre le passage de ce tryptophane. Et le tryptophane, on va le voir après où il se trouve, mais c'est un acide aminé, donc dans des aliments sources de protéines. Ensuite, il y a le fer qui est essentiel aussi pour être en bonne forme, que ce soit pour trouver le sommeil ou pour avoir de l'énergie. Donc le fer est un micronutriment indispensable au transport de l'oxygène. On va le retrouver en fait dans les globules rouges, donc ce sera important. On verra plus tard qu'un manque de fer peut mener à une anémie notamment, qui est un état qui nous fatigue. Le fer permet aussi la production d'énergie. Le fer entre dans la composition des neurotransmetteurs. Donc avant je parlais de la sérotonine, c'est un neurotransmetteur. Donc nous verrons que le fer est essentiel pour leur construction. Et il y a aussi d'autres rôles pour le fer. Comme la détoxification ou l'immunité. Alors vous allez me dire, mais en quoi c'est en lien avec le sommeil et la fatigue? Simplement parce que ce sont deux actions dans le corps qui sont essentielles pour que le corps fonctionne bien, puisse épargner de l'énergie et on va dire ne pas avoir de fatigue supplémentaire. Nous reviendrons sur la thyroïde après, c'est pour ça que je ne m'attarde pas trop dessus. Donc, aujourd'hui, il y a différentes raisons pour lesquelles on peut être carencé en fer. Donc, la carence en fer se traduit en général par ce qu'on appelle une anémie ferriprive. Donc là, je vous ai noté un peu les symptômes. Ça ne veut pas dire, si vous êtes fatigué, que vous êtes carencé en fer, mais si vous avez plusieurs de ces différents symptômes, ça peut être une raison d'une carence en fer. La tachycardie, c'est-à-dire l'augmentation du rythme cardiaque, ça va se traduire, par exemple, à l'effort, quand vous montez des escaliers ou vous faites un effort physique, vous courez derrière votre bus, sachant que vous avez besoin d'oxygène pour faire fonctionner vos muscles. Il vous manque en fait le fer pour que ce transport se fasse bien. Forcément, votre cœur va compenser en battant plus vite.
En ce qui concerne la mauvaise qualité des fanères, il s'agit de la peau, des ongles, des cheveux, tout ça ce sont les fanères et si vous êtes carencé, ils risquent d'être de mauvaise qualité. Concernant le fer, soit vous avez une petite carence et donc simplement peut-être en rééquilibrant votre alimentation ou en y réfléchissant de manière plus poussée, vous pouvez combler votre déficit. J'attire votre attention sur le fait qu'il y a ce qu'on appelle le fer héminique, qui est le fer que l'on retrouve notamment dans le poisson et dans la viande, et le fer non héminique. Ça veut dire qu'il n'est pas rattaché à la protéine M au niveau des globules rouges, et du coup, il sera moins bien absorbé. Le fer non héminique, c'est dans tous les produits d'origine végétale et les œufs également. Donc, si on voit que le fer héminique est absorbé seulement à 20%, ce qui est déjà pas énorme, sachez que le fer non héminique est encore moins bien absorbé. Par contre, on peut faire des associations, si vous n'êtes pas un grand mangeur de viande, par exemple, entre du fer non héminique, qu'on va retrouver par exemple dans des lentilles, avec du fer héminique, qu'on pourrait trouver par exemple dans du poulet. Et donc, associer les deux et on va ainsi permettre une meilleure absorption du fer non héminique. Donc ça peut être une possibilité. Et dans le cas où vous seriez végétarien ou vegan strict, donc vous ne consommez pas du tout de viande ni de poisson, je vous conseille d'éviter la consommation, par exemple, de thé ou de café dans le cadre d'un repas. Dans le cas où vous seriez fortement carencé, je vous conseille la complémentation, à voir éventuellement avec votre médecin traitant, mais ça peut vraiment vous changer la vie au niveau de la fatigue. Mais soyez vigilants au niveau des formes que vous allez privilégier, parce que c'est comme le fer héminique ou non héminique, si la forme que vous consommez n'est pas bonne, vous ne l'absorberez pas. Donc là, je vous ai mis les 3 formes que je vous recommande si vous devez faire appel à de la complémentation. Mais renseignez-vous auprès d'un professionnel qui pourra en effet vous conseiller par rapport à une complémentation. Donc ça, c'est pour le fer. Ensuite, le 3e micronutriment qui est essentiel, c'est le magnésium. Le magnésium, c'est un des micronutriments qui a le plus de rôles dans l'organisme. Je ne vais pas vous parler de tous ces rôles aujourd'hui, ce n'est pas le but, mais sachez que c'est un des plus importants cofacteurs énergétiques. La première étape pour produire de l'énergie se déroule grâce au magnésium. Donc sans magnésium, vous ne pouvez pas produire d'énergie. C'est comme vous ne pouvez pas allumer votre voiture si vous n'avez pas la clé. Donc, c'est exactement la même chose avec le magnésium. Il va activer et être le substrat, par exemple, de certaines enzymes. Ensuite, vous le savez certainement, le sommeil et l'état de fatigue est en étroite corrélation avec le stress. Le magnésium est réellement le micronutriment anti-stress, on va dire. Non seulement il va protéger les cellules du stress antioxydant, mais il va également permettre la régulation des flux ioniques. Donc c'est un mécanisme un petit peu complexe que je ne vais pas détailler aujourd'hui, mais ça a une réelle action anti-stress en empêchant en fait la fuite du calcium. Donc en ayant en fait le magnésium, à la fois on produit l'énergie et on évite de stresser. Au niveau du magnésium, c'est un cercle vicieux. Plus on est stressé, plus on a besoin de magnésium, mais plus on va perdre du magnésium, que ce soit dans la sueur ou dans les urines. Donc, c'est essentiel d'assurer un bon apport en magnésium tout au long de la journée, de fractionner les apports pour favoriser sa bonne absorption. Tout comme le fer, il y a certains aliments qu'il vaut mieux éviter si l'on est un peu carencé en magnésium. Donc, il s'agit des acides gras saturés qu'on retrouve par exemple dans les graisses d'origine animale, comme le beurre, la crème ou la charcuterie. Un excès de fibres
On dit toujours qu'il faut consommer beaucoup de fibres, en effet, mais parfois trop, ce n'est pas bien non plus. Et donc, si vous consommez trop de fibres, c'est tout simple, ça va empêcher l'absorption de ce magnésium. Et ensuite, l'alcool aussi n'est pas très bon pour tout ce qui est absorption du magnésium. Je vais... voilà. En cas de carence, alors sachez que chez les femmes, on est un peu plus sensible à une carence en magnésium, mais il y a plus de 2/3 des femmes en France qui sont carencées en magnésium. Donc c'est fort possible que le statut en magnésium ne soit pas optimal. À nouveau, si vous pensez que vous avez une carence en magnésium, je vous conseille de vous renseigner auprès de votre médecin traitant ou un professionnel de la santé qui saura vous conseiller à ce sujet. En pharmacie, on aime bien préconiser du magnésium marin ou de l'oxyde de magnésium. Ce sont deux formes qui ne sont pas organiques et qui ne sont donc pas du tout absorbées par l'organisme. C'est pour ça que je vous recommande le citrate de magnésium qui est la meilleure forme de magnésium, en tout cas à mon sens. Comme toute carence, c'est bien d'apporter ce qui manque à notre organisme si on en est conscient, mais c'est aussi important d'en déterminer la cause. Donc si vous êtes carencé en magnésium et que vous savez que c'est parce que vous êtes sujet par exemple à un fort stress, je vous conseille aussi de travailler sur cette problématique. Et avant de faire appel à des compléments, je ne peux que vous conseiller d'enrichir votre alimentation avec les aliments suivants qui sont particulièrement riches en magnésium. Et je pense que quel que soit notre régime alimentaire, on peut facilement avoir 1 à 2 sources facilement de ces aliments par jour. Ce sera bon à la fois pour votre magnésium et pour votre santé. Donc, maintenant qu'on a un peu vu quels sont les 2 micronutriments et le nutriment essentiel pour assurer un bon fonctionnement de l'organisme pour produire de l'énergie, il y a bien évidemment d'autres aspects qui sont importants. Et maintenant, on va aborder les hormones. Donc, il y a deux hormones qui vont être particulièrement importantes. Il y a un organe qui s'appelle la thyroïde. C'est un organe qui est relativement complexe et je ne vais pas m'étaler dessus aujourd'hui. Mais sachez que la thyroïde est responsable du métabolisme et notamment de la production d'énergie et aussi de la circulation du sang. Si vous vous souvenez ce que j'ai dit avant par rapport aux globules rouges, vous voyez, ça commence à faire un peu des liens dans votre tête. Et donc, c'est essentiel que la thyroïde fonctionne bien et c'est essentiel que vous ayez assez de fer. La thyroïde peut avoir des dysfonctionnements. Soit elle fonctionne trop, c'est ce qu'on va appeler une hyperthyroïdie, ou alors elle ne fonctionne pas comme elle devrait, on va dire à activité réduite, c'est ce qu'on appelle une hypothyroïdie. Donc là, je vous ai listé les symptômes que l'on voit. Donc tout d'abord, la fatigue, c'est relié intimement avec la production d'énergie qui est reliée à la thyroïde. Mais nous voyons aussi la prise de poids, la constipation et les migraines. Essayez de vous imaginer un peu ces différents symptômes. Par exemple, une migraine, est-ce que vous vous sentez en forme? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir le maximum de vos capacités énergétiques quand vous avez des migraines? Je ne pense pas. En ce qui concerne la prise de poids, également, en prenant du poids, on fatigue quelque part son organisme dans toutes nos activités quotidiennes. Pour bien faire fonctionner la thyroïde, je vous ai listé les nutriments qui sont essentiels. Donc nous avons bien sûr l'iode. L'iode est un nutriment qu'on retrouve dans les algues, dans les poissons et les crustacés. Selon où on habite, on n'est pas forcément à proximité d'aliments riches en iode. C'est pour ça que nous avons du sel iodé qui va être intéressant à intégrer dans votre alimentation.
Nous avons aussi le sélénium qui est essentiel à la production, au bon fonctionnement de la thyroïde. Donc, à nouveau, je vous ai mis les aliments qu'il va falloir favoriser. Donc, vous voyez que vous ayez un régime, on va dire, omnivore ou végétarien, vous devriez pouvoir combler vos besoins dans les différents nutriments. Ce qui est aussi important et intéressant de voir, c'est que l'activité physique permet d'augmenter la sensibilité des hormones thyroïdiennes et donc le fonctionnement de la thyroïde. Donc, hormis l'alimentation, l'activité physique, mais aussi donc, le sommeil, impacte le bon fonctionnement des organes. En ce qui concerne juste la thyroïde, c'est un organe qui est assez complexe, je ne vais pas m'étaler dessus, mais il peut y avoir différentes raisons pour lesquelles la thyroïde ne fonctionne pas bien. Ça peut être un problème de sécrétion d'hormones ou alors avec la consommation de certains aliments, par exemple un excès de soja, un déficit de consommation de protéines, on peut en fait mener à un dysfonctionnement de la thyroïde. Si vous avez l'impression que vous avez peut-être un souci de thyroïde ou ça vous inquiète, n'hésitez pas à contacter un professionnel de la santé qui pourra vous aiguiller. Sachez aussi que la thyroïde, si vous avez des soucis, ça peut être intimement lié à des problèmes du sommeil. C'est pour ça qu'elle est mentionnée ici. Ensuite, il y a le cortisol. Donc, le cortisol, c'est réellement l'hormone qui permet de lutter contre le stress. En guillemets, c'est la première hormone qui va se mettre en marche dans notre corps. Cependant, si elle est trop sécrétée lors d'un stress chronique, donc un stress qui est sur la durée, on va arriver à un épuisement des glandes qui produisent ce cortisol et donc ce n'est pas un bon signe. Le cortisol va également avoir un impact sur la thyroïde, comme on l'a vu avant, et également sur le sommeil. Donc pour favoriser que notre niveau de cortisol soit dans les bonnes proportions, parce qu'un excès de cortisol comme un déficit en cortisol ne sont pas positifs, il va falloir favoriser l'apport de magnésium et de vitamine C et également de protéines. Comme vous le voyez, on revient toujours à la même chose, c'est-à-dire une alimentation la plus variée possible et éviter les excès de tout genre. Donc maintenant qu'on a un peu vu à quel point que ce soit l'alimentation ou les hormones peuvent avoir des impacts sur notre sommeil, ce qui est essentiel et qui est le plus difficile bien évidemment, c'est d'essayer de savoir quel est notre souci au niveau du sommeil, de manière à y répondre de la manière la plus judicieuse. Comme je vous l'ai dit, si on manque de l'énergie, ça peut être lié par exemple au sommeil, mais ça peut aussi être lié à d'autres facteurs. Donc c'est ce qu'on va voir un petit peu maintenant. Donc tout simplement, sachez que si on a un manque de sommeil, même si on a l'impression d'être habitué et de dormir 6 heures par nuit, on a l'impression que c'est dans la norme, c'est ce qui nous convient, on va déclencher peu à peu dans notre corps ce qu'on appelle une inflammation à bas bruit, une neuroinflammation. Et cette neuroinflammation va causer peu à peu des symptômes de dépression. La dépression, aujourd'hui, on le sait, est aussi corrélée à de nombreux troubles du sommeil. Donc, vous voyez, c'est le serpent qui se mord la queue. Moins on dort, plus on a de risques de déclencher une dépression. Et si on n'est pas bien psychologiquement, notre sommeil ne sera pas bon non plus. Ensuite, nous avons deux neurotransmetteurs qui sont essentiels. Donc, on voit ici la dopamine et la sérotonine, et les deux doivent être produites en quantité suffisante dans l'organisme pour avoir à la fois les effets positifs de la sérotonine pour trouver le sommeil et les effets positifs de la dopamine qui vont nous donner du peps pour toute la journée.
Donc, si on voit, si on commence par la dopamine, donc ça c'est un neurotransmetteur avec un effet booster. On voit le mot un peu dopé qui vont donner de l'énergie, de l'entrain pour toute la journée. On peut remarquer, on peut plutôt penser à un déficit en dopamine si on est constamment triste, si on ressent une fatigue mentale. C'est peut-être un peu difficile à décrire ce qu'est la fatigue mentale, mais je pense que si vous en êtes atteint, vous savez de quoi je parle. Le trouble de concentration, de l'attention, de la mémoire et des maux de tête. Comme vous le voyez, ça se recoupe en fait avec les carences en fer, tout simplement parce que c'est lié. Le fer va entrer dans la composition de la dopamine et donc est essentiel pour avoir de l'énergie et tout ce qu'il faut pour la journée. Si on est en carence de dopamine, on va avoir un réveil difficile. Donc le sommeil peut être, on va dire, bon, mais on va avoir de la peine à démarrer la journée. Du coup, forcément, on manque d'énergie, d'entrain, et on va avoir besoin de stimulants. Simplement, les stimulants, ce sont donc par exemple du café, du thé ou d'autres substances du genre qui vont en fait nous entraîner dans un cercle vicieux parce que ces molécules vont éventuellement décaler notre horloge biologique, notre fonctionnement, on va dire, naturel du corps, et du coup peut-être repousser notre heure d'endormissement ou simplement la qualité de notre sommeil. Donc, soyez vigilants à ne pas entrer dans un cercle vicieux de la sorte. Ponctuellement, lors d'un examen par exemple, lors peut-être d'un événement particulier qui nous demande d'être un peu plus réactif ou de dormir moins longtemps, ce n'est pas un problème. Mais si chaque jour vous devez consommer une grande quantité de stimulants, faites attention, dites stop et essayez d'investiguer la raison. Donc, pour créer de la dopamine, on a besoin de la tyrosine. Donc, la tyrosine, c'est également un acide aminé qu'on va retrouver notamment dans la viande rouge. Et grâce à cette tyrosine et à tous les petits nutriments que l'on voit là, on va pouvoir créer cette dopamine et avoir de l'énergie. Et donc, on retrouve toutes les vitamines du groupe B qui, elles, sont essentiellement retrouvées dans les féculents, par exemple, ou dans les légumes, ce qui montre à quel point c'est important de varier notre alimentation. En ce qui concerne la sérotonine, donc la sérotonine, je vous en avais déjà parlé, elle nous permet de trouver le sommeil grâce au tryptophane qui va, je vous le répète, pouvoir entrer dans le cerveau s'il y a des sucres avec, des glucides avec. Nous aurons donc la production de sérotonine et ensuite de mélatonine pour nous endormir. À nouveau, nous avons besoin de toutes ces vitamines et ces minéraux qui rappellent l'importance d'avoir une alimentation la plus variée possible. Si on est carencé en sérotonine, on va manquer de sérénité, de calme. Donc, on va se retrouver plus irritable, être plus sensible à des événements qui peuvent provoquer de l'anxiété. On a aussi pu mettre en exergue le lien entre déficit, carence en sérotonine et la dépression. Nous allons ressentir une fatigue émotionnelle et forcément, si on est stressé, qu'est-ce qui manque? Bien sûr, la sérotonine, mais également le magnésium qui est dans ce cercle du stress, ce qui va nous mener à des compulsions alimentaires pour le sucré, notamment. Donc, si on veut favoriser au maximum la production de ces deux neurotransmetteurs, que sont la dopamine et la sérotonine, il va falloir s'assurer d'avoir dans son alimentation du tryptophane et de la tyrosine. Et si vous me suivez dans ma réflexion,
Si le soir, on a besoin de sérotonine pour produire de la mélatonine et du coup s'endormir, et qu'on a besoin de tryptophane, ça va être intéressant de peut-être consommer ces aliments au repas du soir. Donc là, je vous ai mis en gras, par exemple, les œufs, les pommes de terre avec des légumes verts, et en dessert, par exemple, du chocolat à 70%. C'est un exemple, ce n'est pas forcément ce que vous devez consommer. Et dans la journée, ou pour commencer la journée, que ce soit à midi ou le matin, ce sont des aliments qui sont riches en tyrosine. Je ne me suis pas étendue sur la nécessité des oméga 3, mais ce sont des acides gras qui sont essentiels à la fois pour la fluidité membranaire et donc le passage de ces différents éléments dans les organes où ils doivent aller, et ils sont également anti-inflammatoires. Si vous vous souvenez de ce que je disais avant à propos de la neuroinflammation, consommer des oméga 3 est essentiel. Dans le cas où vous auriez l'impression d'être carencé, je vous mets une piste qui peut peut-être vous mener à une réflexion. C'est si vous avez de nombreuses carences, si vous avez l'impression cependant que votre alimentation est bien équilibrée, ça peut aussi être un défaut d'absorption avec votre microbiote, donc votre flore intestinale qui est en mauvais état. Si je puis me permettre, c'est comme si on a un vélo. S'il est dégonflé, ça peut être parce qu'il n'y a pas assez d'air dedans, mais ça peut aussi être parce qu'il y a un trou dans la chambre à air. Donc, soyez sûr de bien trouver la raison de votre fatigue ou de votre carence. Donc, si là, on vient de voir relativement en détail les causes d'un manque d'énergie durant la journée ou alors pour trouver le sommeil. Maintenant, on va parler un petit peu de la fatigue chronique. Donc, le terme chronique dans le milieu médical s'apparente à quelque chose qu'on ne peut pas vraiment soigner, on va dire. Mais là, c'est l'idée surtout que ça va vraiment durer dans le temps. Donc, il y a différentes causes qui peuvent mener à une fatigue chronique. Donc là, je les ai notées. Alors, si certaines sont en effet chroniques et aujourd'hui, on ne sait pas forcément les guérir, il y a aussi d'autres choses que, heureusement, on sait guérir et on sait traiter ou du moins améliorer les symptômes. Par exemple, l'anémie. Je vous parlais avant de l'anémie qui peut être liée à une carence en fer, pas que, mais liée à une carence en fer. Et donc, avec une complémentation, on peut améliorer les symptômes d'une anémie, si je puis dire comme ça, et donc ne plus être anémié. Dans les cas où vous auriez une de ces affections, on va dire, c'est important, bien sûr, de suivre les conseils que je vous ai donnés avant, mais ça va aussi être important d'essayer de traiter les causes. Voilà. Vous pouvez manger de manière très équilibrée, mais si vous avez un cancer, c'est, on va dire, normal que vous soyez fatigué. Ensuite, en ce qui concerne donc la fatigue chronique, comme je vous l'ai dit, il y a ces neurotransmetteurs dont on a déjà parlé avant et je ne vais pas revenir dessus. Mais si on a des carences avérées, c'est normal en fait d'avoir une fatigue chronique malgré une alimentation qui peut être bonne, qui peut être variée. Et donc essayer d'investiguer la raison pour laquelle il y a une carence en ces différents neurotransmetteurs. Ensuite, dans le cas où vraiment ce serait, vous voulez rajouter, on va dire, un œuf dans votre panier de manière à avoir le maximum d'énergie, nous avons bien sûr des stimulants physiques et psychiques
que j'ai notés ici. Donc, pour faire appel à des produits d'origine naturelle, je vous ai du coup listé le cassis, le ginseng et le guarana que l'on peut retrouver assez facilement aujourd'hui dans les différents magasins. Et ça peut vous donner un petit coup de boost éventuel. Ensuite, au niveau des micronutriments lors d'une fatigue chronique, donc sans surprise, on retrouve donc le fer et le magnésium. Donc le fer ici va être essentiel pour tout ce qui est immunité, mais également la fatigue physique et psychique. Le fer est essentiel, comme je vous l'ai dit, pour la concentration, pour la mémoire, pour l'attention. C'est aussi toutes des choses qui vont on va aussi observer une baisse des performances intellectuelles. Et tout ça, si vous réfléchissez un peu dans votre vie de tous les jours, si vous avez l'impression de ne pas être attentif, de ne rien retenir, de ne pas forcément être très performant intellectuellement, au niveau de l'image et de l'estime de soi, ce n'est pas forcément génial. Et donc, forcément, au niveau de la fatigue, de l'humeur, cela nous impacte. En plus, comme je l'ai dit avant, le fer entre dans la composition des neurotransmetteurs, notamment la dopamine, qui nous donne ce peps et cette énergie. Donc, le fer est vraiment essentiel. Une manière très simple de savoir si on a assez de fer, c'est simplement de faire une prise de sang et ça peut vraiment vous changer la vie. Au niveau du magnésium, je vous l'ai dit avant, il est essentiel pour l'énergie et également lors d'une fatigue chronique, ce sera très important d'avoir assez de magnésium. J'ai noté la fatigabilité, c'est aussi ça en fait. Quand on a une carence, on n'est pas capable comme d'autres personnes d'effectuer les mêmes actions. Ça va nous fatiguer beaucoup plus vite. Ça va aussi peut-être nous énerver ou nous stresser plus vite. Et vraiment, ça ne coûte pas grand-chose de juste avoir la confirmation que c'est un déficit micronutritionnel qui mène à ces choses-là. Ensuite, il y a le coenzyme Q10. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'est une enzyme, un coenzyme qui permet la production d'énergie, qui est essentiel aujourd'hui. On peut le prendre aussi en complément alimentaire. Pareil, renseignez-vous auprès d'un professionnel avant d'en faire l'usage. Mais on en trouve bien évidemment dans notre alimentation et c'est beaucoup plus simple. On en trouve essentiellement dans la viande et dans le poisson. Comme le magnésium, c'est un cercle vicieux. Plus on est stressé, plus on risque d'être en déficit si on fume également, si on consomme régulièrement de l'alcool. Et aussi avec le vieillissement, nous allons avoir moins de stock de coenzyme Q10. Le vieillissement, on ne va pas en parler aujourd'hui, mais c'est naturel qu'avec avec le temps qui passe, nous ayons moins de réserves dans les différents micronutriments et aussi que nous absorbions moins tous ces micronutriments. Également, le sport, le coenzyme Q10 est étroitement lié à la pratique sportive. C'est pourquoi l'alimentation d'un sportif doit être différente, d'autant plus si la personne souhaite performer dans son sport. Si vous vous retrouvez dans certains de ces cas de figure et que vous avez l'impression d'être particulièrement fatigué, vous pouvez vous poser la question si vous êtes carencé dans l'un de ces micronutriments. Donc maintenant que nous avons abordé donc les deux thèmes, on va dire principaux, la fatigue avec son lien un peu avec le stress, la fatigue chronique, je vais vous donner quelques conseils pratiques pour trouver le sommeil. Donc tout d'abord, comme je vous l'ai dit avant, c'est essentiel d'investiguer les raisons d'un mauvais sommeil. Il y a autant de sommeil que de personnes qui dorment. Donc, certaines personnes vont avoir des insomnies, c'est-à-dire, en fait, c'est un peu un abus de langage. On devrait dire plutôt dysomnie, mais dans le langage courant, on dit insomnie. Ce sont des réveils pendant la nuit. Oui.
des difficultés d'endormissement et au contraire des réveils précoces. Donc, essayez de voir qu'est-ce qui mène à un mauvais sommeil. Aujourd'hui, je ne vais pas pouvoir vous lister exactement euh, toutes les prises en charge par rapport à ces différents soucis. Mais par exemple, lors d'une difficulté d'endormissement, ça peut être lié éventuellement à une carence en sérotonine et donc peut-être en tryptophane. Ça veut dire peut-être que vous ne consommez pas assez de protéines au courant de votre journée, ou vous ne mangez pas de féculents le soir, et donc vous ne pouvez pas produire cette sérotonine. Lorsque vous avez des réveils précoces, ça peut être lié à d'autres aspects moins nutritionnels en général, à moins que vous soyez vraiment un tout petit mangeur, que vous ne mangez quasiment pas, et du coup vous vous réveillez tôt parce que vous avez faim, ou même pendant la nuit, ce qui peut être lié à une insomnie. Ici, je vous ai listé, on va dire, différentes raisons. Donc, bien sûr, il y a le stress. Je pense que particulièrement en cette période, on peut être stressé dans l'appréhension, un peu dans je vais pas dire le no man's land, mais on ne sait pas vraiment où se situer, on n'arrive pas à forcément se projeter. Ça peut être cause donc de stress et forcément ça nous préoccupe. Et donc soit on a des difficultés à s'endormir, soit ça peut aussi être la cause de mauvais rêves, de cauchemars qui vont nous inciter à faire des insomnies, ou alors pour d'autres types de personnes, va nous inciter à avoir des réveils précoces dans l'idée de il faut que j'agisse, il faut que je me réveille tôt. Il y a aussi l'hygiène de vie, je vous l'ai dit avant, l'alimentation est essentielle. L'activité physique est aussi importante. Il y a aussi, si vous êtes un consommateur d'alcool ou de tabac, si vous prenez des médicaments, tout ça vont être des aspects qui peuvent influencer la qualité de votre sommeil. Une des possibilités, notamment si vous avez des difficultés d'endormissement ou même des réveils précoces, s'ils sont liés au stress, je ne peux que vous inciter à pratiquer un peu de relaxation. Alors, ce n'est pas forcément Elles peuvent être très variées. Et certaines personnes vont penser directement au yoga ou à de la respiration ou ce genre de choses, mais ça peut être vraiment une activité personnelle qui vous relaxe. Et d'ailleurs, je vous invite à réfléchir. Si vous rentrez de votre journée, une journée qui a été très intense, vous avez besoin de vous ressourcer, quelle va être l'action que vous allez mener et qui va vraiment vous ressourcer. Déjà, ça va vous apprendre beaucoup de choses sur vous, mais c'est ce genre d'activité que je vous incite à faire et pas spécialement du yoga, du pilate ou de la méditation, mais vraiment l'activité qui vous fait du bien. Si c'est de regarder le sport à la télé qui vous fait du bien, ça peut être ça. Si c'est lire un livre aussi. Et si c'est cuisiner, trouvez vraiment l'activité qui vous relaxe. Ensuite, on peut aussi avoir un mauvais sommeil en lien avec des troubles du comportement alimentaire. Alors ici, c'est vraiment quelque chose de très spécifique, donc je ne vais pas m'étendre dessus, mais si vous vous reconnaissez là-dedans, sachez que ça peut avoir des conséquences sur votre sommeil. Et donc, pour finir, avec quelques conseils pratiques que vous allez pouvoir directement appliquer si vous avez des soucis de sommeil. Tout d'abord, ça semble logique, une bonne literie. C'est important d'investir, excusez-moi, dans un lit de qualité et surtout dans un bon matelas qui vous correspond. Ensuite, la température est essentielle. Elle doit être entre 16 et 20 degrés, on dit. Ça ne doit pas être trop chaud ni trop froid. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais dans les deux cas, ça peut être source d'un mauvais sommeil. Ensuite, l'obscurité totale. L'obscurité totale est essentielle à la production de la mélatonine et donc de trouver le sommeil. C'est pour ça qu'on dit que c'est bien d'éviter les écrans avant d'aller dormir et d'éviter leurs lumières bleues qui vont altérer la production de mélatonine. Ensuite, selon votre sensibilité, je vous recommande d'éviter les excitants dès 17 h. Alors, certains vont peut-être me dire c'est compliqué. Sachez qu'aujourd'hui, on a quand même énormément
enfin pas de substitut, mais d'alternatives sans théine, sans caféine. On trouve du décaféiné ou des tisanes, tout ce genre de petites choses qui peuvent vous permettre d'avoir le goût de ce que vous souhaitez avoir sans avoir éventuellement les effets néfastes. Dans les excitants, on retrouve également, par exemple, l'alcool, et c'est pour ça que autant une petite quantité d'alcool non distillé peut, on va dire, pas forcément être positif, mais ne pas porter préjudice à votre endormissement, autant des alcools forts ou vraiment en excès ne sont pas positifs. Peut-être pas pour l'endormissement, mais vous risquez de vous réveiller la nuit à cause d'un sommeil agité. Tout comme les repas trop copieux, simplement parce que vous allez être en digestion pendant votre sommeil et donc ça va l'impacter négativement. Ensuite, nous avons parlé du sport. Alors autant avoir une activité sportive trop proche du coucher peut élever votre température corporelle et donc porter préjudice à votre endormissement. Mais le sport va produire certaines molécules que vous connaissez certainement, les endorphines, qui vont avoir un effet relaxant et apaisant sur vous et donc peuvent être positifs. Tout simplement aussi écouter son corps. Quand on est petit, on a la métaphore de prendre le bon wagon, de s'endormir, de prendre le train du sommeil. Ça, c'est essentiel. Si on sent que c'est l'heure d'aller dormir, il faut aller dormir maintenant parce que c'est, on va dire, le signal. Et si vous vous mettez au lit et au contraire, vous êtes quelqu'un qui est assez hyperactif, qui réfléchit encore, n'allez pas directement dormir. Faites une activité qui va vous relaxer, qui va vous apaiser et vous trouverez plus facilement le sommeil. Ensuite, ça, ce sont plutôt un conseil pour être peut-être moins préoccupé, moins agité lors du moment où vous allez dormir. Ça peut vous aider d'organiser peut-être la journée du lendemain, de remettre un petit peu en ordre tout ce que vous avez à faire. Ça va vous permettre d'avoir peut-être moins d'appréhension à aller vous endormir. Il y a également les plantes et les tisanes qui peuvent être d'une bonne aide. Cependant, parfois, un excès peut aussi porter préjudice à votre sommeil. Donc, je crois que j'ai fait le tour par rapport aux conseils au niveau du sommeil. Du coup, je crois que on arrive à la fin. Donc tout d'abord, merci pour votre attention. J'espère que ce format vous a tout de même convenu. Si vous avez des questions, je pense que c'est le moment. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions personnelles ou si simplement vous souhaitez faire appel à une diététicienne, à me contacter à cette adresse mail ou à ce numéro de téléphone. Voilà. Et du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre la parole ou poser les questions dans le chat. Oui, bonjour, merci pour cette présentation. J'ai une petite question par rapport au magnésium. Quel examen vous préconisez, quelle analyse pour vérifier justement une carence en magnésium, s'il vous plaît? Alors, selon nous, on peut avoir, on va dire, un médecin ou un diététicien peut avoir une assez bonne idée en vous posant différentes petites questions. Déjà, si vous êtes un peu réticent à faire un examen des urines ou du sang, sinon simplement une prise de sang ou une analyse des urines pourront vous aiguiller à ce sujet-là. Merci. Par rapport à ça, en fait, je crois qu'on ne peut pas savoir les taux de magnésium avec une analyse des sangs. C'est assez compliqué de connaître par une analyse des sangs les taux en magnésium aujourd'hui. Il y a une de vos collègues qui a parlé hier dans un autre atelier qui parlait de ça exactement en fait.
Oui, en effet, il me semble que le test à privilégier, c'est plutôt l'analyse des urines au niveau du magnésium. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qui est circulant dans le sang, on va pouvoir assez facilement le doser. Pour d'autres choses qui circulent moins dans le sang, c'est plus compliqué. Et comme je l'ai dit avant, au niveau des questionnaires, souvent on arrive à assez bien, on va dire, cerner si la personne a des carences en magnésium ou pas. Donc surtout si vous êtes un peu réticent de faire un test des urines, ça peut être intéressant le questionnaire. S'il vous plaît, pour le questionnaire, je pense que un praticien peut dépister le manque de magnésium rien qu'en faisant un interrogatoire bien précis. Et déjà, la personne qui consulte, si elle est stressée, on sait d'ores et déjà qu'elle a un manque de magnésium. Et bon, il vaut mieux passer par l'alimentation en premier lieu, comme vous avez dit. D'ailleurs, merci beaucoup, c'était très explicite et très bénéfique. La dernière chose à qui on pense et on essaie d'améliorer, c'est notre sommeil. On se dit que la plupart des gens oublient que le sommeil, c'est l'essentiel, c'est le début de la journée. Je ne sais Tout pas à fait. si j'ai raison ou pas. En tout Oui, cas, merci, c'était très intéressant. merci beaucoup, madame. N'hésitez pas, hein, que ce soit sur le sommeil ou sur autre chose dont je vous ai parlé, c'est le moment. J'ai une question, parce que par rapport au magnésium, le jour j'écoutais dans une des conférences qu'en fait, du coup, les chocolats noirs, ça pouvait être mauvais pour l'absorption du magnésium, donc comme les cafés. Et c'est vrai que quand vous disiez les soirs, il faut manger du chocolat avec une banane, avec pour les tryptophane. Et en fait, il faut se prendre comment avec les magnésiums. En fait, c'est qu'il faut manger pendant toute la journée Voilà. Au de niveau manière. le mieux, c'est de consommer, on va dire, sur toute la journée, d'essayer d'avoir l'alimentation la plus variée. Souvent, on entend, c'est pas grave si un repas est déséquilibré ou si un jour on mange pas quelque chose. C'est vrai que ponctuellement, ce n'est pas grave de pas avoir tout ce qu'il faut dans notre assiette, mais de manière à favoriser au maximum des bons statuts micronutritionnels, c'est bien d'avoir des repas équilibrés. En ce qui concerne le magnésium, c'est un peu comme le fer. Le souci, c'est qu'il y a pas mal de choses qui vont empêcher son absorption. Et donc, on a parlé c'était écrit tannin, oxalate, phytate, peut-être vous avez retenu. Ce sont des molécules en fait que l'on retrouve naturellement dans les aliments. C'est pour ça que si on compte que sur le chocolat noir pour apporter nos taux de magnésium, ça risque peut-être de poser un souci parce que ce sont des aliments qui contiennent aussi ces molécules. Donc, je peux que vous inviter à avoir une alimentation la plus variée possible. Et j'avais parlé des fibres en disant que faut pas en abuser. C'est bien d'en consommer des bonnes quantités, mais un excès peut justement empêcher une bonne absorption des différents minéraux. D'accord. En fait, c'est que je trouve qu'il y a assez. En fait, les bases, la théorie, elle est facile. On commence à comprendre un peu comment ça fonctionne. Et parce que ça se parle de plus en plus. Mais en fait, ce qui est pas évident, c'est moi, en tant qu'étudiant en diététique, que je trouve que c'est pas évident, c'est comment doser cet équilibre. Parce qu'effectivement, on sait qu'est-ce que c'est une alimentation équilibrée. Et, mais comment doser vraiment cet équilibre? Parce qu'on peut pas,
vu tous les antinutriments qui existent dans tout ce qu'on mange, du matin au soir, même si on essaie de faire des repas équilibrés, il y a tous ces antinutriments qui sont là et qui vont empêcher l'absorption de certains minéraux et vitamines. Donc, c'est pas simple. En fait, ça veut dire, par exemple, dans la réalité, est-ce que pour avoir du magnésium, il faut manger une banane en 3 morceaux? Je veux dire, couper la banane en 3 pour manger en 3 prises séparées les magnésiums. Est-ce que, en fait, Je vois ce que vous voulez dire, c'est qu'aujourd'hui, on a énormément de connaissances qu'on n'avait pas forcément avant, dans les siècles passés. Et en fait, on voit que on a quand même réussi à être toujours là, alors que ça fait enfin, ça fait plusieurs milliers d'années qu'on est sur cette terre. Donc, il faut essayer de pas trop se prendre la tête. Manger de manière équilibrée et variée, ça c'est le plus important. Et dans le cas où vous soupçonnez une carence, que ce soit en magnésium ou dans un autre des nutriments, regardez si vous avez l'impression que vous mangez assez d'aliments qui en contiennent. Si c'est le cas, essayez plutôt de vous pencher sur la cause. Pourquoi est-ce que vous pourriez être carencé en magnésium? Est-ce que vous êtes un sportif qui du coup fait beaucoup de sport, donc a besoin de plus de magnésium? Est-ce que vous êtes quelqu'un de stressé? Est-ce que vous avez telle ou telle chose? Et du coup, ça va vous permettre un peu d'orienter, on va dire, vos solutions. Voilà. Ok, merci. On va répondre à votre question. Moi, j'ai une question concernant les eaux magnésiennes type épar. Oui. Est-ce que le magnésium est aussi bien absorbé que le magnésium alimentaire, tout comme le calcium d'ailleurs? Alors, en fait, c'est une question un peu, je ne vais pas dire piège, mais c'est selon des études, on aurait eu vent en fait que ces eaux ne sont pas forcément, n'apportent pas vraiment en fait tout ce qui est minéraux, simplement parce que dans ces eaux, les minéraux ne sont pas ionisés. Et pour être absorbés par l'organisme, ils ont besoin d'être ionisés. C'est ce qu'ont révélé certaines études. Aujourd'hui, cependant, encore dans les recommandations nutritionnelles, notamment concernant l'épar et le magnésium, on recommande par exemple aux femmes enceintes de consommer de l'épar. Donc, je ne vous donnerai pas un avis tranché. Je vous dis simplement que moi, personnellement, je ne compterai pas forcément sur l'apport des eaux minérales pour mes nutriments. Mais Parce que excusez-moi, oui. les micronutriments des aliments sont naturellement ionisés, contrairement aux autres boissons. Voilà, en gros, dans les aliments, ils ont en fait une forme, c'est une forme organique qu'on retrouve dans un aliment. Et d'ailleurs, pour pousser un peu plus loin, on absorbe mieux les choses d'origine aussi animale, notamment par exemple le fer, simplement parce qu'il se rapproche à ce que nous sommes. Voilà. Et donc, au niveau des os, je ne confirmerai pas que ce soit la meilleure forme pour avoir un bon statut en micronutriments. Et donc, en cas de carence, c'est le magnésium marin que vous conseillez, c'est ça? Non, ce sera le citrate de magnésium qui est une forme organique. Le magnésium marin, tout comme l'oxyde de magnésium, sont des formes inorganiques qui ne seront pas bien absorbées par notre organisme. Merci beaucoup. Et excusez-moi, par rapport aux carences aussi de fer, est-ce que c'est dur, le mieux c'est de faire par urine ou la prise de sang en fait
La prise de sang, c'est vraiment ce qui vous révélera le mieux. Alors, je ne vous invite pas forcément à le faire, mais si vous allez donner votre sang, enfin, je vous invite à aller donner votre sang, mais ne pas utiliser forcément le don de sang pour savoir si vous avez assez de fer. Mais en tout cas, ils vous le disent directement, vous avez assez de fer ou pas. Et donc ça peut être un bon moyen de savoir si vous êtes carencé ou pas. D'accord, merci. Donc, en fait, les deux principales carences qui peuvent nous causer une fatigue chronique, ça serait le magnésium et le fer essentiellement. Voilà, c'est ça. Et également peut-être une consommation trop faible en protéines, parce que du coup, vous n'aurez pas les précurseurs pour avoir les bons neurotransmetteurs et avoir la pêche. Mais quelles sont justement les protéines qui contiennent plus de tryptophane et de tyrosine? Alors, je crois que... alors, je vais vous repartager mon écran. Vous voyez mon écran? Oui. Je l'avais noté. Alors, pour le tryptophane, on a les laitages, on a les œufs, on a la banane, comme on l'avait dit, l'avocat aussi, la pomme de terre. Voilà, ils sont là. Donc, pour le tryptophane, on va avoir la noix de cajou, les graines de courge, donc en général les oléagineux, certains fromages. Voilà. Sachez que le tryptophane et la tyrosine sont des acides aminés essentiels qu'on ne peut pas nous-mêmes synthétiser et qu'en général, les aliments pourvoyeurs de protéines vont comporter des proportions variables de ces deux acides aminés. C'est pour ça que ça se recoupe un peu. Vous allez avoir dans les œufs à la fois du tryptophane et de la tyrosine. Voilà. Donc, les aliments riches en tyrosine, il faudrait mieux les manger le matin. Voilà, plutôt. Ou à midi, parce que je vais peut-être pas vous inciter à manger un plateau de fruits de mer au petit déjeuner, c'est peut-être un peu hard. Et là, vous marquez dans la tyrosine des pois chiches, mais c'est tous les légumineuses? Alors, juste les pois chiches? non. Alors, dans les pois chiches, il y en a particulièrement une grande proportion, mais dans toutes les légumineuses, on va retrouver un peu de tyrosine. Mais les pois chiches sont particulièrement intéressants. Ok, merci. Bon. Si vous n'avez pas d'autres questions, on peut peut-être s'arrêter là. N'hésitez pas, comme je vous ai dit, envoyer un mail si vous avez des questions plus personnelles ou à me contacter si tout à coup une question vous trouble le sommeil cette nuit. Merci beaucoup, Merci c'était super beaucoup. en tout cas. Merci à vous. Merci beaucoup et bonne journée. Merci. Merci. Merci.